Salut et bienvenue sur Anacaland pour la review délocalisée de l'épisode 6 de la saison 2 de The Last of Us. Donc avant-dernier épisode de la saison qui était pour le coup vraiment pas mal. C'était plus ou moins l'épisode en fait que j'attendais de cette saison avec justement tout ce que ça peut engendrer de sous-texte et tout. Il y a eu même quelques modifs que j'ai trouvé plutôt bienvenus. Donc un épisode encore une fois plutôt pas mal. Peut-être pas très palpitant pour ceux qui sont en manque d'action effectivement, mais bon on a déjà eu notre dose un petit peu dans notamment l'épisode précédent, donc je trouve que ça devrait à peu près le faire. Effectivement comme je disais donc review délocalisée. D'ailleurs vous l'entendez peut-être, ma voix est un peu éclatée, mais lendemain de convention c'est toujours un peu dur. Mais voilà, je suis là, je suis au rendez-vous. J'espère du coup que cette vidéo vous plaira. Si c'est le cas, évidemment, un petit like, un commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé, c'est le plus important. Partagez vos avis et un petit abonnement aussi si ce n'est pas déjà fait, puisqu'il ne reste plus qu'un épisode, plus le bilan qui va arriver, je pense, juste après. Donc, et puis plein d'autres vidéos aussi à voir. Donc n'hésitez pas à vous abonner, ça fait toujours très plaisir. On est bientôt aux 5000 en plus, donc c'est le prochain objectif de la chaîne. Donc voilà, je compte sur vous et donc nous, on est parti. Donc pour commencer, déjà l'épisode commençait avec un petit ajout qui était plutôt bienvenu, même si c'était à nouveau très rapide. À chaque fois, on a des intros dans cette saison qui sont plutôt sympas, qui sont décorrélés aussi du reste. Là on avait donc Tommy et Joël quand ils étaient enfants, enfin on va dire adolescents, avec notamment leur père qui était violent, en plus c'est un flic. Et petite chose intéressante à relever, c'est déjà le côté très protecteur de Joël, donc ça c'est quelque chose qui est ancré dans sa personnalité, on le savait depuis le début, mais là on a du coup un peu une explication du pourquoi il a cette volonté à ce point de toujours vouloir protéger les gens qui sont autour de lui, que ce soit Tess à l'époque, Sarah évidemment, même là Tommy avec son fils, enfin les gens de Jackson en général, et surtout évidemment Ellie qui est donc sa fille de substitution. Et moment assez drôle, même si c'est presque ça fait lever les yeux, c'est l'histoire du père qui en gros explique à Joël que oui il est violent mais pas tant que ça, et qu'en vrai son père faisait pire, donc voilà quoi, ça, il a une bonne raison et il a des excuses, donc bon mort de rire, mais voilà. Et donc ensuite on arrive vraiment au noyau, au nœud de l'épisode, qui pour le coup j'ai trouvé vraiment sympa. C'est qu'en fait on a vécu tous les anniversaires. Donc j'ai pas l'épisode, le nom de l'épisode n'était pas encore affiché sur Max au moment où j'ai regardé il me semble, mais clairement ça pourrait être anniversaire, birthday ou je sais pas trop, ou papa gâteau. Je crois que c'est ce que je vais mettre sur la miniature parce que Joël est vraiment un papa gâteau pour le coup dans cet épisode. Donc ça fera un écho avec la review de la première saison où je l'avais appelé Papa Joël pour faire une vanne avec Noël. Donc voilà. Et donc on en arrive au premier anniversaire, les 15 ans, ça fait à peine 2 mois qu'ils sont à Jackson, donc ils commencent à s'intégrer. On voit Joël très mignon qui a réussi à récupérer des Lego, qui fait du deal de Lego avec Seth pour avoir un gâteau pour l'anniversaire d'Ellie. Bon, Seth fait une faute d'orthographe, mais bon, c'est pas sa faute. Il est pas très, voilà, on le dépeint notamment dans la série comme étant quelqu'un de un peu bas de plafond, hein, puisque ça nourrit le narratif aussi, donc voilà. Et en plus de ce superbe gâteau qu'il veut offrir à Ellie, évidemment, il répare une jolie guitare qu'il améliore un peu. Il la custom avec notamment le Dremel où il fait le papillon de nuit, tout ça. Donc premier cadeau entre guillemets d'anniversaire d'Ellie, la guitare, puisqu'il lui avait promis effectivement dans la première saison de lui apprendre à jouer de la guitare. Donc et puis évidemment pour ceux qui savent, et puis on l'a déjà vu dans cette saison, la guitare est un gimmick récurrent pour le personnage d'Ellie, qui symbolise à la perfection le lien entre elle et Joël. Donc ça c'était vraiment plutôt pas mal. Et pour le coup j'en parle ici puisque ça va être un peu la même chose pour toutes les étapes de cet épisode, mais j'ai trouvé que Bella Ramsey enfin elle incarne bien son personnage. Je trouve que quand elle est dans le côté vraiment plutôt joie, plutôt étonnement, un peu gamine en fait, ça marche plutôt bien. Certes la Ellie du deuxième jeu que l'on retrouve donc dans cette deuxième saison, ça match pas trop, on en a déjà parlé, toutes les semaines on en parle, mais là j'ai trouvé que ça marchait plutôt pas mal. En plus le retour de Pedro Pascal, clairement il crève l'écran en vérité, on a vraiment ressenti son absence. Heureusement qu'il y avait Isabella Merced qui sauvait les meubles sur les épisodes depuis que Joël était plus là, mais clairement sans Joël, la série va avoir du mal, je pense, à faire des stats. Surtout qu'apparemment, c'est déjà le cas. Les épisodes ont de moins en moins de spectateurs. Donc là, je pense que celui-là, pour le coup, avec Joël, il risque de à nouveau bien marcher, de peut-être relancer un petit peu la hype autour de la série. Mais clairement, pour les saisons prochaines, ça va être compliqué sans Pedro Pascal. Donc voilà. Mais du coup, un épisode, encore une fois, hein, je le place aussi là, mais la réalisation, toujours au top. Hein, HBO, Craig Mazin notamment. On sait que le travail est toujours ultra propre, ultra joli, même si, encore
encore une fois, c'est un épisode qui passe assez vite sur beaucoup de choses pour nous amener vraiment à l'essentiel de ce qu'on a besoin de savoir, entre guillemets, comme événement, comme par exemple le musée, qui est une séquence assez longue dans le jeu vidéo, avec beaucoup de moments un peu contemplatifs, un peu oniriques, très jolis, où on voit l'émerveillement de Ellie grandir d'étape en étape avec le tyrannosaure qu'on a vu, mais toutes les autres étapes jusqu'à arriver à la capsule spatiale, où là c'est vraiment le summum, la quintessence de la joie pour elle, puisqu'elle rêve depuis toute gamine de visiter l'espace et tout. Donc encore une fois, on voit à quel point Joël a le soin du détail et le soin de rendre Ellie heureuse tout simplement. Donc ça marchait plutôt bien, même si cette histoire de musée c'est les 16 ans et qu'avant on a quand même eu, donc, comme je disais, l'anniversaire des 15 ans. Et donc on a, pareil, ça c'est un ajout qu'on n'avait pas, on le savait parce qu'elle en avait parlé, mais on l'avait pas vu, le coup de quand elle se brûle pour faire disparaître sa cicatrice, sa morsure, pour ensuite faire le tatouage dessus qui viendra plusieurs années plus tard. Et c'est assez drôle justement de la voir défoncer, parler un peu avec du coton dans la bouche et tout. Bon, c'était assez fun. Très vite on passe donc à l'anniversaire des 16 ans qui est clairement le plus important, avec celui du musée, le coup du casque, de la capsule, avec même la cassette. On voit qu'il vraiment il est jusqu'au boutiste et il veut absolument la rendre heureuse. Il explique même à un moment quand elle fait tourner la manivelle là, pour le mécanisme du système solaire, il dit oh, quelqu'un a dû graisser les trucs, on sait très bien que c'est toi, t'es venu en avance pour le faire, pour que tout se passe bien, pour qu'il y ait zéro couac, zéro problème d'engrenage littéralement et métaphoriquement dans cette journée d'anniversaire pour Ellie. Donc vraiment encore une fois on a un Joël ultra protecteur, ultra bienveillant je trouve, malgré je sais que beaucoup ont tendance à reprocher un peu son côté ultra violent hein, certes, mais je trouvais que voilà ça marchait très bien pour montrer en quelques secondes à quel point Joël il est attentif aux détails aussi et qu'il est attentif au bonheur tout simplement de Ellie, à tel point que même à un moment il dit is it okay, genre en mode est-ce que ça te plaît, genre il le voit qu'elle est ultra heureuse, il le savait, mais en même temps il a quand même ce doute de toujours pas faire assez bien. Et donc ça vraiment je trouve qu'encore une fois ça marche super bien avec Joël. Et c'est pour ça que je me dis qu'au final, est-ce que ça aurait pas été mieux, peut-être, je place ça là, j'en avais déjà parlé je crois vite fait au début, est-ce que ça aurait pas été mieux d'avoir tous ces flashbacks avant la mort de Joël en fait, et que justement on se rende compte à quel point ce personnage, certes on l'a vu violent, on l'a vu dangereux, on l'a vu en mode presque méchant dans la première saison avec son choix discutable qui pour moi n'en est pas un. Je suis assez d'accord sur ça avec ce qu'avait pu dire a posteriori Neil Druckmann, où il expliquait qu'il était d'accord avec le choix, et j'en avais déjà parlé je crois c'est la semaine dernière où je vous avais posé la question, est-ce qu'au final ce vaccin aurait réellement sauvé la planète? Non, on est d'accord, en tout cas ceux qui ont commenté on est d'accord. Et du coup je me dis est-ce que ça aurait pas été mieux en fait de faire monter cet attachement encore plus fort avec Joël, peut-être placer les flashbacks justement entre le premier épisode et ce qui se passe dans le second, pour que vraiment on soit encore plus attaché à Joël, et que d'un coup quand il se passe ce qui se passe avec Abby qui tue Joël, là on soit aussi effondré au final que peut l'être Dina ou Ellie évidemment. Donc ça j'ai trouvé ça vraiment pas mal malgré tout, même si je l'aurais pas fait dans ce sens là, mais c'est pas moi qui décide, donc voilà. Mais j'avoue que c'était vraiment un épisode très intéressant je trouve sur la construction et la caractérisation du personnage de Joël. Ensuite on a évidemment l'anniversaire des 17 ans qui se solde par à la fois on pourrait appeler ça crise d'ado, expérimentation et rébellion, puisque Joël il arrive, il rentre du boulot plus tôt, cette fois il a demandé un gâteau au chocolat et non pas à la vanille, parce qu'il faut faire un effort supplémentaire, donc il y a aussi la symbolique là-dedans où il veut toujours en faire plus. Et évidemment il arrive, Ellie elle est en train de dans sa chambre avec, je me rappelle plus le nom, mais en gros celle qui est son ex au début de la saison 2, à savoir la seule autre fille qui a les mêmes goûts qu'elle, et du coup elle est tatoueuse, donc c'est elle qui a commencé à faire le tatouage de Ellie qui est très joli hein, évidemment on le sait tous, et elles ont fumé de la weed, elles ont évidemment commencé à faire un peu touche pipi, donc voilà 17 ans c'est l'âge, c'est voilà, Joël était peut-être pas prêt, il avait toujours pas compris que Ellie n'aimait pas les garçons. Pourtant elle avait tendu des perches hein, déjà depuis la première saison où elle lui expliquait qu'il n'y avait pas de risque au niveau des garçons, et que voilà, même quand ils vont au musée, Joël lui parlait de Jesse en mode il se passe des trucs avec lui alors qu'il est quand même vachement plus vieux hein, qui est du coup un argument quand il est avec la meuf. Elle lui dit ouais elle a que 17 ans, oui ben moi j'en ai 19 donc voilà. Mais par contre Jesse qui est encore plus vieux, il n'y aurait pas eu de souci parce que c'est un garçon, qu'il est bien, qu'il a la tête sur les épaules et qu'il est responsable et tout ça. Bref, voilà, ça c'est un truc de parents, on l'a tous vécu je pense à ce niveau-là quand on a eu nos premières relations, ou en tout cas quand nos parents ont été au courant de nos premières relations, c'était jamais assez bien. Et donc j'ai trouvé ça très sympa de voir le Joël un peu en mode
il comprend pas tout, il tâtonne, il lui parle d'expérimentation, elle lui dit non mais t'as rien compris, t'as toujours pas compris, ça fait 3 ans qu'on vit ensemble, mais t'as toujours pas compris, donc ça c'était assez drôle. Et notamment il y a l'histoire du papillon de nuit donc, qui est sur le tatouage et sur beaucoup de dessins, et elle lui parle du fait qu'elle aime bien la symbolique. Lui il pense au papillon, donc tout ce qui est grandir, évoluer, tout ça, donc la chrysalide, le papillon, et il va voir la psy, donc on voit Gail à nouveau. C'est bien parce que honnêtement on l'avait vu 5 minutes, elle servait presque pas grand chose dans la série à part pour la première séquence, enfin, où on la voit avec Joël, et là pour le coup c'était sympa de voir que c'était déjà plus ou moins une casse-couille, une épave un peu, même si Eugène était encore en vie et qu'elle s'en foutait un peu de faire son taf, et donc là elle lui explique qu'en fait non, la symbolique du papillon de nuit c'est pas le renouvellement, presque le phénix en gros, mais non, à l'inverse c'est la mort un peu qui la hante, donc en fait on comprend déjà, et Joël comprend déjà que Ellie elle est hantée par cette espèce de sentiment parce qu'elle sait en fait, elle sait, et ça d'ailleurs c'est un truc que j'ai trouvé vraiment cool après, c'est que je crois que ça c'est un ajout aussi, on l'a pas dans le jeu vidéo, où on voit Ellie du coup 2 ans plus tard pour ses 19 ans qui a noté carrément des questions, elle s'entraîne à faire la conversation avec Joël parce que en fait elle a ces questions qui lui trottent dans la tête depuis 4 ans, où elle se dit qu'est-ce qui s'est passé réellement, elle n'arrive pas à le croire en fait, parce qu'elle sait au fond d'elle-même que voilà, et donc il y a cette histoire de mort qui la hante et tout ça, et les questions ont grave du sens, on voit que vraiment elle y a passé du temps à réfléchir, ça lui a trotté dans le cerveau, ça lui a mangé la tête comme on dit, et que les questions ont du sens. Et donc on a ensuite la première patrouille d'Ellie, donc ça c'est un moment assez aussi très important et symbolique, notamment dans le jeu vidéo, qui pour le coup change, donc c'est pas forcément plus mal, même si moi j'adore cette séquence dans l'hôtel, mais en vrai narrativement parlant elle apportait pas forcément grand chose de plus, mais là on voit donc une patrouille où ils vont sauver entre guillemets Eugène et son coéquipier qui se sont fait attaquer par quelques infectés, et Eugène a été mordu, il veut dire au revoir à sa femme. Au début on se dit c'est bizarre, s'il a été mordu, Joël l'a tué, ok, mais pourquoi du coup Gail lui en veut autant, et en fait on comprend très vite que c'est parce qu'il voulait faire ses adieux à sa femme, Joël le lui a promis, surtout que Ellie a défendu sa cause, et en fait il a trahi sa promesse, et à ce moment là déjà on sent que ça va servir de déclic à Ellie, puisqu'il trahit une promesse, donc s'il trahit celle-là, pourquoi il n'aurait pas trahi les autres, tu vois, notamment évidemment la promesse qu'il lui a fait, où il lui a dit je te promets que je te dis la vérité sur le fait qu'il y avait d'autres immunisés, que le vaccin était impossible à fabriquer, machin, tout ça, bon bref, ça vous connaissez. Et donc on a un beau moment, même si on sent que la trahison va arriver, où Eugène est donc abattu au bord de la falaise, on a un très beau panorama et tout, donc ça c'est cool. Mais surtout Ellie, elle est, ben voilà, ça y est, là il a mis le coup de grâce sur leur relation, en vérité. On a aussi une symbolique que j'ai trouvé, un miroir assez sympa, où on voit qu'il ramène le corps de la même manière que les autres ont ramené le corps de Joël, à savoir Jessie et les filles ont ramené le corps de Joël à la fin de l'épisode 2. Donc on a aussi ce miroir, je trouve, qui est fait un peu genre karma. Désolé mec, mais karma, voilà. Et surtout, on a donc cette relation qui est un peu brisée, et au moment où Joël ment à Gail, mais c'est en vérité, ça se comprend, c'est un mensonge de compassion. Il essaye de donner une image positive de son mari avant qu'il meure, puis aussi un petit peu pour se dédouaner, certes, mais c'est aussi un mensonge pieux, comme on dit. C'est voilà, il a dit qu'il t'aimait, voilà. Comme ça, Gail garde une image entre guillemets positive de son mari, et là, Ellie, elle fait un peu son truc de gamine un peu connasse. Elle dit la vérité de manière très crue à Gail, donc évidemment le choc est encore plus fort, elle se sent trahie, elle en veut à Joël. Du coup on comprend le pourquoi du comment, et c'est surtout que là, Ellie, en voyant Joël lui mentir, elle a compris, en fait en étant extérieure à la conversation et au mensonge, elle comprend que cette tête, c'est la tête qui fait quand il ment, et cette intonation de voix et tout, donc elle comprend en fait qu'il lui a menti. Et bizarrement, la confrontation ne se fait pas de suite. C'est peut-être ça aussi que j'ai un peu peut-être vite fait à reprocher entre guillemets à l'épisode, c'est que la confrontation du coup ne se fait pas tout de suite, elle ne se fait que le soir du nouvel an qu'on avait déjà aperçu, où il y a le premier baiser entre Dina et Ellie, la dispute, bagarre entre guillemets, entre Seth et Joël et tout, où en gros, donc 9 mois après l'anniversaire, donc il y a la soirée, machin, et après le petit accrochage qu'il n'y a pas dans la soirée, Joël est sur sa terrasse en train de jouer de la guitare, donc moment iconique là aussi, et Ellie arrive, on voit qu'elle s'en va, genre elle va l'ignorer, et en fait non, elle vient, et enfin elle le confronte, elle lui pose des questions qu'elle a dans la tête depuis 4 ans et des brouettes, 4 ans passés, et là Joël du coup admet sa trahison, le mensonge. Ellie, elle est évidemment effondrée, ça c'était voilà, et du coup leur dispute, en fait on se rend compte que certes ils étaient déjà en froid par rapport au mensonge sur Eugène depuis 9 mois, mais le gros de la dispute, à savoir le mensonge sur les lucioles et compagnie, en fait il date de la veille
ou de 2 jours avant la mort de Joël. Et donc là vraiment, je trouve que ça correspond pas avec ce qu'on peut voir dans justement ce que je disais la semaine dernière par exemple, où Ellie, elle est déjà presque plus dans l'émotion par rapport à Joël. Certes, elle veut se venger et tout, mais elle est pas dans cette rage incontrôlée, dans ce deuil incompréhensible, impossible. Alors que justement, le fait que ce soit 2 jours avant et non pas 9 mois avant, ça devrait être encore plus fort, encore plus intense dans cette forme d'écriture par rapport à la série. Donc là, je trouve que c'est malheureusement pas très cohérent, même si dans la volonté, j'imagine que c'est ce qu'il voulait faire, montrer que c'était tout frais et qu'elle avait vraiment pas eu le temps d'y réfléchir, de le pardonner et tout, même si elle en avait envie, ce qu'elle dit dans l'épisode 3 il me semble, ou 2 je sais plus, mais malgré tout ça devrait être encore pire en fait au niveau de, ça devrait presque être pire que dans le jeu, alors que pour le coup elle est beaucoup moins en colère, elle est beaucoup moins enragée en fait, comme je disais, avec vraiment le sang qui bout par rapport aux jeux vidéo. Donc ça c'est un peu dommage au niveau de la narration. Je trouve qu'ils se sont un peu tiré une balle dans le pied en faisant ça, parce que d'un côté ils ont voulu édulcorer le truc en mettant plus l'accent sur la relation amoureuse entre Ellie et Dina et un peu moins sur le côté vengeance autodestructrice et destructrice, rouleau compresseur de vengeance, mais en même temps ils nous montrent que ça devrait être le cas. Donc je trouve que malheureusement c'est un peu dommage par rapport à ça. J'ai bien aimé aussi rapidement par rapport à au moment où il y a la mort de Eugène, tout ça, où Joël il lui explique que quand tu aimes quelqu'un, tu vois son visage tout le temps, et donc là on comprend clairement que c'est une référence à Sarah qui en fait le hante plus ou moins, on va dire plutôt de manière positive. C'est vrai que hanter a une connotation un peu négative, mais où on sent que vraiment Sarah elle est toujours dans son esprit, et que je pense qu'effectivement à chaque fois qu'il regarde Ellie, certes il voit Ellie, mais il voit un peu Sarah aussi, donc il y a toujours ce côté on le comprend en fait. Donc, et puis surtout on comprend que c'est un mec qui a un grand cœur malgré le fait qu'il peut faire des dingueries. Et pour finir, on a cette petite conversation, cette petite phrase à la toute fin de leur dispute du coup sur la terrasse, où Joël il pleure et tout, et il lui dit j'espère que le jour où tu auras un enfant, où tu seras parent, donc papa dans le cas de Ellie, tu feras mieux que moi, tu sauras mettre en gros tes émotions égoïstes de côté pour faire élever avec soin ton enfant, pour l'aimer, pour faire ce qui est le mieux pour lui. Et petit foreshadow pour ceux qui savent à nouveau que ça va être un peu compliqué dans le cas d'Ellie. Donc encore une fois, on a cette histoire de cycle, un peu de cycle de la haine, de cycle de la colère, cycle de la vengeance et cycle de la mauvaise parentalité entre guillemets. Donc voilà. Et puis l'épisode se termine sur du coup une petite ouverture pour le dernier épisode de la saison qui sortira donc la semaine prochaine, à savoir Ellie qui revient juste après avoir tué Nora, qui revient au théâtre. Donc là elle va très certainement, je vois pas pourquoi ça changerait, retrouver Jessie et Dina, avec Dina du coup blessée, qui va donc squatter le théâtre pendant le reste de l'aventure, et on va avoir peut-être le début du jour 3, ou peut-être qu'on aura enfin un peu de Abby, parce qu'au final Abby on l'a presque pas vu, à part justement dans l'intro. Donc ils avaient dit qu'ils changeraient vraiment beaucoup par rapport au rythme du jeu vidéo, et en fait j'ai l'impression qu'ils suivent quand même pas mal la structure du jeu vidéo, avec Ellie d'un côté, puis Abby on verra plus tard. Donc en même temps, comme les gens commencent à détester de plus en plus Ellie, peut-être que ça relancera aussi la série quand Abby sera au centre du truc. Donc pourquoi pas, on verra comment ça va, mais en tout cas moi je reste plutôt satisfait en tout cas de cet épisode là. Je trouve que l'épisode était vraiment pas mal, la structure, le côté très un peu lent, un peu contemplatif aussi, même si encore une fois ils sont passés assez vite sur pas mal de choses. Donc voilà, donc j'ai fait à peu près le tour. Encore une fois, dites-moi ce que vous avez pensé de cet épisode en commentaire, un petit like évidemment si la vidéo vous plaît, ça soutient toujours, c'est toujours ça fait plaisir pour le référencement, tout ça, vous connaissez la chanson, et puis l'abonnement pour ne pas manquer les prochaines, notamment celle de la semaine prochaine du dernier épisode. Donc merci d'avance, et sur ce je vous dis à très vite sur Anakaland. Bye.